Tout ça pour ça. 15 jours d'atermoiements, de faux-fuyants, d'arguments selon lesquels le chef de l'État prenait son temps, tenait à rester le maître des horloges, etc. Tout ça pour ça, et finalement on a le sentiment que ce n'est pas la montagne qui accouche une souris, mais tout au plus une taupinière qui accouche une souris. Pourquoi? Eh bien parce que finalement ce nouveau gouvernement, comment dire, c'est pratiquement un gouvernement de second couteau. Donc on voit bien qu'il a fallu préserver des équilibres, un modem par-ci, un ancien républicain par-là, un petit peu de gauche, un petit peu d'ancien PS, et puis surtout les primes accordées aux élèves méritants du macronisme. Christophe Castaner obtient enfin le ministère de l'Intérieur, dont paraît-il, il avait fait, je dirais, un enjeu pour lui et à la tête de la République en marche. Donc tout ça donne vraiment un sentiment de bricolage, d'équipe très resserrée, où les figures, les grosses pointures sont totalement absentes. En plus, on peut se poser des questions par rapport à certaines personnalités. Bon, prenons par exemple Franck Riester au ministère de la Culture. Quand on pense que ce ministère a été illustré par André Malraux, mais aussi, même si on n'était pas forcément d'accord avec lui, avec un Jack Lang qui venait du monde de la culture, qui avait un passé pas important de ce point de vue-là, eh bien Franck Riester, désolé, mais enfin Franck Riester, on n'a rien contre lui en tant que personne, mais c'est quelqu'un qui a fait des études de gestionnaire, qui est un gestionnaire, et dont la profession avait été finalement de s'occuper de la concession automobile de ses parents. Donc c'est un politique, certes, un politique républicain qui a évolué vers En Marche, vers une certaine bienveillance, comme on dit, vis-à-vis d'Emmanuel Macron, mais à quel titre est-il ministre de la Culture, on n'en sait rien. C'est le cas pour d'autres. Par exemple, Emmanuelle Vargon, eh bien, c'est une diplômée de HEC, et elle était directrice des affaires publiques du groupe Danone, d'où vient d'ailleurs Muriel Pénicaud. C'est assez singulier d'ailleurs la présence du groupe Danone dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Bon, mais bon. Donc voilà, c'est un gouvernement visiblement sans relief. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que Emmanuel Macron, qui se réclamait d'une présidence jupitérienne, est en fait un Jupiter au pied d'argile. C'est-à-dire qu'en dehors de son élection, je dirais, de l'illusion lyrique qui l'a entouré, même si au fond, au premier tour, il n'était qu'à 23%, en dehors du fait qu'il a cette majorité parlementaire écrasante, élue sur son nom, pour lui, en dehors de son clan, qu'est-ce qu'il y a véritablement comme ambition politique autour d'Emmanuel Macron, à part Emmanuel Macron lui-même? Et donc, on a vraiment l'impression du gouvernement d'un clan resserré, cherchant en vain des appuis. Si on avait eu le sentiment, après l'élection présidentielle, qu'il avait fracturé la droite et la gauche, et qu'il n'avait qu'à faire son marché parmi les uns et les autres pour trouver des grosses pointures politiques, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc voilà, ce gouvernement resserré. Mais en même temps, ce qui est inquiétant, c'est qu'il pense poursuivre cette même politique, parce qu'au fond, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit simplement de poursuivre dans le même sens. Alors, peu importe d'ailleurs, de ce point de vue, le remaniement, il n'aura pas d'incidence sur le fil suivi par Emmanuel Macron. Et pour, je dirais, caractériser ce fil, alors qu'on parle du budget, alors que le budget est en cours de discussion à l'Assemblée, il y a quand même ces chiffres effarants. Actuellement, les 20% les plus pauvres vont perdre du pouvoir d'achat, alors que ceux qui sont les grands gagnants de ce qui s'est passé depuis le début du quinquennat, ce sont les hyper riches qui, eux, voient leurs revenus progresser de 17%. C'est une injustice fondamentale. On a dit dès le départ, souvent, qu'Emmanuel Macron était le président des riches. Les chiffres sont là. Emmanuel Macron est le président des riches. Et la théorie, je dirais, selon laquelle l'argent des riches allait profiter à l'emploi, elle est caduque aujourd'hui. Il n'y a aucune progression sur le plan de l'emploi. Il n'y a pas davantage d'investissement, etc. Donc, on est là dans une situation, je dirais, problématique, parce que on entendait ce matin sur France Inter Amélie de Montchalin, vice-présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée, nous expliquer que oui, mais les pertes de pouvoir d'achat des plus modestes allaient être compensées par le reste zéro pour les lunettes, etc. Mais tout ça n'est pas en place. Tout ça, c'est à échelle fin 19, 2020, etc. Donc le discours d'Amélie de Montchalin, parfaitement rodé, finalement, c'était de la pure langue de bois, bien polie. Voilà. Alors le problème, eh bien, posons-le clairement. Le problème, c'est qu'effectivement, le macronisme montre ses limites. Mais il va durer. Il va durer, pourquoi? Eh bien, parce qu'on voit mal les alternatives. Et au fond, c'est sur cette question qu'on a envie de terminer. Est-ce que tous les hommes et les femmes de gauche, tous ceux qui sont attachés au progrès social, à la démocratie, ils doivent sincèrement se regarder eux-mêmes,
se regarder entre eux et se dire qu'est-ce qu'on fait.